Nous sommes restés si longuement dans ce camp de Ravensbrück où nous souffrions tellement de la faim. Tous les déportés l'ont dit, nous crevions littéralement de faim. Je vous ai dit comme nous avions peu de choses à nous mettre sous les dents le matin. À midi, guère davantage. Les pauvres femmes affectées à cette tâche ramenaient d'énormes bidons dans lesquels il y avait un peu de rutabaga dans le fond. Le rutabaga est un légume assez insipide, n'est-ce pas? Mais il y avait surtout beaucoup d'eau. Ces grands bidons étaient très lourds. Et le sol, parfois inégal, faisait que, parfois, les déportés trébuchaient, le bidon se renversait. J'ai vu de mes propres yeux des déportés se mettre à plat ventre et laper la nourriture comme des bêtes. Tant nous avions faim, on ne voulait rien perdre de cette nourriture. Et au moment de la distribution, c'était la bagarre chaque jour, parce qu'on voulait être servis les derniers. Les premiers n'avaient que de l'eau. Les légumes se trouvaient dans le fond, n'est-ce pas? Le soir, on n'avait guère davantage. Un morceau de pain noir bien dur, parfois un morceau de käse, de fromage. Ça n'en avait ni l'aspect ni le goût, mais pour nous c'était déjà important. C'est fou ce qu'on a pu souffrir de la faim. C'est fou, nous crevions de faim. Et de froid également, de froid. Les hivers étaient tellement rigoureux. Nous n'avions que nos robes, rien de plus. C'était terrible l'hiver. Et nous, les enfants, bien entendu, nous avions surtout très peur des SS, qui étaient terrifiants, qui étaient féroces, distribuaient des coups de cravache avec beaucoup de générosité. Nous en avions très peur, et de leurs chiens surtout. C'était atroce. Et cependant, comment expliquer aux jeunes, je ne comprends pas nous-mêmes, que nous ayons survécu? Nous, les enfants, nous sommes arrivés à Ravensbrück en décembre 43 et nous y sommes restés jusqu'en début février 45, souffrant de tout ce que je viens de vous dire, de tous ces mots. Comment expliquer cela? Nous étions destinés à vivre, certainement, et surtout destinés à témoigner, mais j'y reviendrai. Et donc, à ce moment-là, début février, l'on a rassemblé quelques blocs sur la place et parmi nous, il y avait des déportés avec petits-enfants, avec même des nouveau-nés, des déportés qui étaient arrivés près d'une année après nous, des déportés enceintes qui avaient accouché dans le camp. Au début, tous les enfants étaient tués, les nouveau-nés, et s'étaient tués d'une façon atroce. Ces nouveau-nés étaient noyés. Vous savez, on les plongeait dans des seaux d'eau et ils poussaient le vice, les nazis, jusqu'à calculer le temps que mettrait un bébé pour passer de vie à trépas. Mais à la fin des années 44, eh bien, ces femmes enceintes elles sont arrivées, ont accouché dans le camp et certains bébés ont survécu. Donc nous étions sur la place du camp et nous devions quitter le camp. Mais aller où? L'on ne savait guère. Vous pensez bien que nous étions des quantités négligeables. On ne prenait pas la peine de nous dire où allait-on nous mener. Nous sommes arrivés à nouveau dans une gare où il y avait à nouveau ces wagons à bestiaux. Nous y avons grimpé aussi serrés, aussi nombreux que pour Ravensbrück. Et nous avons voyagé de même,
4, 5 jours, à nouveau, sans manger, sans boire. La tinette au milieu de nous, la tinette qui parfois dans les chaos se renversait, nous inondait, nous sentions mauvais. C'était un voyage hallucinant. Et parfois, comme nous étions si nombreux, parfois la nuit, maman se mettait debout afin que mon petit frère puisse s'étendre dans ce wagon. Mais forcément, à un moment donné, elle s'assoupissait. Son visage heurtait les parois du wagon, ses parois avec ses ferrures, ses cadenas. Ce n'est qu'au petit matin, avec son visage bleui, qu'on se rendait compte des affres de la nuit. Nous avons donc fait un voyage atroce, hallucinant, pendant ces 4, 5 jours, puis le train s'est arrêté. À ce moment-là, l'on nous a tous fait descendre, mais certaines déportées avaient été réquisitionnées par les nazis pour vider les wagons de leur contenu. Malheureusement, maman fut de celle-là. Quelle n'était pas sa stupéfaction en grimpant dans le wagon de se rendre compte là à tâtons dans l'obscurité que ce qu'elle avait sous les doigts, c'était les cadavres de ses nourrissons, de ses nouveau-nés. Aucun n'avait survécu à ce voyage atroce. Il fallait donc ramasser ces petits corps, les mettre dans des cartons qui étaient là à proximité. Et ensuite, ces cartons étaient hissés sur des camions qui étaient également à proximité. Mais il y avait tant de monde, tout le monde avait pu saisir cette scène atroce, et certaines déportées plus fatiguées, plus maladives que d'autres, en grimpant dans les camions, étaient toutes heureuses de trouver un siège pour s'y asseoir, ces fameux cartons, en ignorant fort heureusement leur contenu. Mais vous vous rendez compte de l'atrocité, de l'horreur de cette scène. Ces camions n'ont roulé que peu de temps, quelques dizaines de kilomètres, et ensuite se sont arrêtés. Nous sommes tous descendus. Et à partir de ce moment-là, dans l'atmosphère, il y avait une odeur pestilentielle, une odeur que je ne saurais même pas vous décrire. Je ne trouve pas de mots suffisants pour décrire cette odeur qui nous bouleversait. On ne savait à quoi l'attribuer. Nous nous sommes regardés avec maman et l'on s'est dit, là où l'on va nous mener maintenant, ce sera vraisemblablement la fin du monde. Tant bien que mal, nous sommes arrivés exténués dans un endroit qui nous paraissait encore plus terrible que Ravensbrück. Il y avait à nouveau des blocs alignés, mais il y avait surtout des cadavres partout qui jonchaient le sol. Il fallait les enjamber pour avancer. Les SS derrière nous nous poussaient, schnell, los. L'on nous a poussés dans un bloc où l'on se rendait vaguement compte qu'il y avait déjà des occupants. Et ce n'est qu'au petit matin qu'avec effroi nous constations que dans ce bloc, il n'y avait plus de chalis, il n'y avait plus rien. Nous couchions à même le sol, les uns à côté des autres, tout autour du bloc. Et que parmi nous, il y avait de grands malades qui gisaient dans une puanteur atroce. Il y avait des morts, nous étions mélangés, les vivants, les morts, les malades. Il a fallu courir à l'appel et nous apprenions que nous étions arrivés dans le terrible camp de concentration qu'on appelait également le camp de la mort lente. Ce camp, c'est Bergen-Belsen. À Bergen-Belsen, il y avait cette épidémie de typhus
qui explique que tous ces cadavres jonchant le sol, c'était une terrible maladie. Je revois encore chaque jour des charrettes qui passaient tous les matins, ces charrettes en bois avec 4 montants. Entre chaque montant, il y avait un rideau de toile grise. Les pauvres déportés affectés à cette tâche devaient ramasser les cadavres, les entreposer sur cette charrette qui, une fois remplie, prenait la route. Mais avec le vent, les toiles parfois se soulevaient et l'on voyait apparaître ici un bras, là une jambe, là un crâne. C'était une vision dantesque. Et ces charrettes allaient déverser leur macabre contenu dans d'énormes fosses qui avaient été creusées par les déportés auparavant. Donc, ces charrettes déversaient leur contenu, les SS les arrosaient d'essence et y mettaient le feu. Et c'est cette odeur-là, cette odeur de corps calciné que l'on sentait des kilomètres et des kilomètres avant de pénétrer dans le camp, cette odeur dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on ne saurait décrire. Vous savez, c'était bouleversant. À partir de ce moment-là, nous perdions espoir. On s'est dit, dans ce camp-là, nous ne survivrons pas longtemps. Et l'on mangeait encore moins qu'à Ravensbrück, où déjà les portions étaient si congrues, n'est-ce pas? On mangeait encore moins. Bientôt, nous n'avions même plus faim, vous voyez, à force de restrictions. Et surtout, nous constations que maman, décidément, était étrange. Elle gisait là sur le sol auprès de nous. Lorsqu'on s'adressait à elle, elle ne nous répondait pas. On avait beau la secouer, elle était étrange, elle semblait dans un autre monde. Nous ne comprenions pas, nous les enfants, et ça nous bouleversait. Et nous nous laissions aller à notre tour. Je vous assure, parce que maman, qui avait été si formidable à Ravensbrück, qui se bagarrait pour que ses enfants puissent survivre, jamais elle n'aurait imaginé quitter le camp sans l'un d'entre nous, qui se privait sur sa maigre pitance pour nous donner une bouchée supplémentaire. Et là, elle était déjà dans un autre monde, nous ne comprenions pas. Nous nous laissions aller. Et puis, je vous assure qu'à ce moment-là, on souhaitait mourir. Je vous assure, la mort eût été préférable à cette vie de bête que l'on menait. On ne mangeait plus beaucoup, on se laissait aller. Un jour, la porte de notre bloc s'est ouverte. Nous avons vu entrer des soldats. C'étaient des soldats britanniques, des soldats anglais qui venaient de libérer le camp de Bergen-Belsen le 15 avril 1945. Je revois toujours leurs yeux effarés. Ils n'en pouvaient pas de constater ce pauvre déchet humain qu'ils avaient sous les yeux. Ils ont fait quelques pas en arrière, n'en pouvant plus. Tous ces pauvres êtres mélangés, les vivants, les morts, dans une puanteur atroce. Tout le monde avait la dysenterie. Ils ne savaient que faire, étaient perdus. Puis, ils ont commencé par distribuer de la nourriture. Je me souviens d'énormes pains de campagne ronds, des tubes de lait concentré sucré, des boîtes de cornets de bif. Mais nous étions tellement affaiblis qu'on n'avait même plus envie de manger. Et ces pains nous servaient d'oreillers, parce que nous n'avions aucune literie, n'est-ce pas? Nous étions à même le sol, donc ces pains nous servaient d'oreillers.
Mais d'autres déportés, affamés par ces mois de famine, se sont jetés sur la nourriture, ont tout avalé. Et les statistiques le disent bien. Au moment de la libération des camps de concentration, il y a eu des milliers de morts dans les camps. Parce que lorsqu'on reste aussi longtemps sans manger, il faut réapprendre à manger une bouchée de plus chaque jour. Ceux qui gloutonnement se sont jetés sur la nourriture ont payé de leur vie. Et je dis toujours aux élèves, nous, c'est ce qui nous a sauvés de ne pouvoir manger. Ensuite, les Anglais se sont occupés des malades. Certes, il y avait fort à faire, tout le monde était plus ou moins malade. D'abord, les cas les plus graves. N'est-ce pas, je vous disais qu'il y avait cette épidémie de typhus dans le camp de Bergen-Belsen. Le typhus est une terrible maladie qui peut se présenter sous 3 formes différentes. Il y a d'abord le fleck-typhus. Les déportés sont remplis de ces boutons répugnants, sanguinolents, pleins de pus. Parfois, heureusement, ils s'en tiraient. Il y avait le Bauchtyphus. Bauch signifie ventre. Les déportés atteints du Bauchtyphus avaient la diarrhée, la dysenterie, ce qui explique cette puanteur dans les camps de concentration. Les malades n'avaient plus la force de se lever pour aller faire leurs besoins à l'extérieur. Et la 3e forme de maladie est le Kopftyphus. Kop signifie tête. Les malades atteints du Kopftyphus ne savaient plus qui ils étaient, où ils étaient. C'était lamentable de les voir. Ils étaient dans un autre monde. Et là, lorsque les Anglais se sont occupés des malades, nous avons appris que maman était atteinte du Kopftyphus, ce qui expliquait, n'est-ce pas, sa façon d'être si étrange. Ils l'ont donc emmenée au révire. Et pour nous, les enfants, c'était terrible. Sans maman, nous étions perdus. C'est grâce à elle que nous tenions. Puis, lentement, s'est organisé le rapatriement de ces déportés. Ah, ce n'était pas une mince affaire, vous savez, il y avait tant de nationalités différentes. Les Anglais ont d'abord commencé par nous mettre par nationalité. Bien entendu, nous étions dans le groupe des Françaises. Et un jour, le grand jour est arrivé, nous pouvions quitter le camp de Bergen-Belsen. Mais auparavant, cette nourriture à laquelle nous tenons tant, eh bien, nous ne pouvions pas la laisser perdre. Nous avions, avec mon frère Robert, trouvé de vieilles hardes, de vieux chiffons. Nous y avons entassé cette nourriture, confectionné un ballot. Et le jour du départ, Robert prenait son ballot de nourriture sur l'épaule. Quant à moi, je devais porter mon petit frère André. Il était dans une situation tragique. Son ventre, sa tête étaient gonflés, enflés à l'extrême, et ses membres, bras et jambes étaient grêles. Il ne savait plus marcher, donc je devais le porter. Mais nous-mêmes, Robert et moi, étions si faibles et étions dans un tel état de maladie que la mort dans l'âme, au bout de quelques centaines de mètres, il a fallu abandonner cette précieuse nourriture à laquelle on tenait tant, afin qu'on puisse porter tous deux le petit frère. L'un l'avait pris sous les bras et l'autre par les pieds. Et tant bien que mal, nous sommes arrivés dans une gare où il y avait à nouveau des wagons à bestiaux, parce que c'est en wagon à bestiaux que nous sommes revenus en France. Bien sûr, ils avaient été nettoyés, on y avait mis de la paille fraîche, mais quand même, pensez qu'on est rentré en wagon à bestiaux. Et le voyage du retour a été très long. Les trains roulaient lentement, s'arrêtaient fréquemment.
Les voies ferrées étaient souvent bombardées. Et puis tous les soirs, nous nous arrêtions dans des camps désaffectés pour nous reposer un peu, pour manger un peu. L'on reprenait la route le lendemain matin. Un jour, bien après, nous sommes arrivés dans une gare où il y avait grande effervescence. Il y avait les parents, les amis de ces déportés qui étaient au courant de leur retour, étaient venus les attendre. Il y avait d'énormes tréteaux chargés de victuailles. Il y avait de la musique à tue-tête. Nous étions arrivés dans la gare de Bruxelles, en Belgique. Tout le monde était heureux, content. Nous, dans notre coin, pas tellement. Maman nous manquait beaucoup. Et puis le train a repris sa route, est arrivé à Paris, où nous attendaient à nouveau des camions militaires qui nous ont amenés à l'hôtel Lutetia. L'hôtel Lutetia, avant-guerre, était un hôtel luxueux. Il l'est resté d'ailleurs, encore de nos jours, mais pendant la guerre, il avait été réquisitionné par les nazis. Et après-guerre, la plupart des déportés sont passés par l'hôtel Lutetia. Je me souviendrai toujours de notre accueil, de notre arrivée à l'hôtel Lutetia. Il y avait foule, les familles au courant du retour des déportés étaient venues nous attendre avec des photos de leurs déportés qu'ils avaient agrandis, avec les noms écrits en grand des déportés qu'ils nous montraient pour voir si nous les connaissions. Ah, et lorsque ces familles retrouvaient leurs déportés, ils s'embrassaient, riaient, pleuraient à la fois, comme c'était émouvant. Ces scènes ont duré toute la journée. À la fin du jour, il y avait plus grand monde à l'hôtel Lutetia. Mais nous, personne n'était venu nous chercher. Je dis toujours aux élèves, nous ne connaissions personne, personne n'était venu. Et je dis également, ce jour-là, nous étions contents, bien entendu, contents d'être enfin libres et d'être en France, contents, mais tristes à la fois, parce qu'on se sentait un peu orphelin quelque part. De maman, nous n'avions pas de nouvelles, puis on l'avait quittée dans un état effroyable, épouvantable. On se demandait si elle était encore en vie. De papa, nous n'avions pas de nouvelles. Donc, je dis bien, on se sentait orphelin. Et cependant, une assistante sociale a eu pitié de nous. Elle a demandé à son frère, qui était chirurgien dentiste, s'il pouvait nous recueillir un moment, tous trois. Ce qu'ils firent, lui et son épouse, avec grand cœur. Ils avaient déjà des enfants, mais nous ont accueillis avec chaleur. Nous étions bien dans cette famille. Et je me souviens d'un détail amusant. Tous les soirs, le dentiste nous prenait sur son dos pour nous mener dans nos chambres, tant nous étions faibles encore. Et puis, quelque temps après, un beau jour, j'ai eu comme un trait de lumière. Je me suis dit, mais bon sang, mais comment ai-je pu oublier? Mais j'ai de la famille. J'ai un oncle, j'ai une tante qui habite dans les Deux-Sèvres. J'en ai parlé au dentiste qui a fait des recherches à retrouver leur adresse. Et ma tante, un jour, est venue nous accueillir à Paris. Elle venait nous chercher. Comme elle était maigre, la pauvre femme. Elle-même avait beaucoup souffert, était passée par Drancy. Mais elle était si heureuse de nous retrouver. Et nous, donc, nous avions enfin une famille. Nous sommes donc partis en train pour les Deux-Sèvres. À la gare d'arrivée, il y avait foule, il y avait des photographes, il y avait des journalistes. Oh, nous étions tellement à l'honneur ce jour-là.
Vous vous rendez compte? 3 petits-enfants qui rentrent seuls des camps de concentration, sans père ni mère. C'était quelque chose quand même. Mais décidément, nos santé ne nous permettait pas de rester dans la famille et la Croix-Rouge nous a placés dans un préventorium à Hendaye. Nous y étions bien dans ce préventorium. On nous donnait à manger à notre faim, on nous soignait. Mais cependant, maman et nos parents nous manquaient beaucoup. Et puis un jour, la porte de notre chambre s'est ouverte. Vous ne devineriez jamais qui est entré. Eh bien, c'était maman. Maman qu'on n'espérait plus, qui était d'une maigreur terrifiante. Elle ne pesait même pas 27 kilos. Mais elle était là, devant nous. La vie reprenait un sens. Maman était là. Quel bonheur!